Thanks a lot. Je vais parler en français, j'espère que ça ira. On m'a promis que ça irait dans ce forum magnifique. Alors j'ai un amour très très prononcé pour ce forum, parce qu'à chaque fois il y est question d'une parole vraie et d'un diagnostic réel sur la société. Donc ça fait partie de ces rares occasions à la fois d'avoir un diagnostic extrêmement lucide sur les différences encore qui résistent, les discriminations et les injustices, et à la fois d'avoir des forces de proposition, des propositions concrètes fondées sur l'action. J'aime aussi le Forum Jump parce qu'il préconise la parole contradictoire. J'ai pu assister à quelques forums où le débat critique était extrêmement enflammé, bienveillant mais enflammé, et je trouve que dans notre époque où on cherche le consensus, et le consensus est l'ennemi finalement du combat contre les discriminations, eh bien ça fait du bien d'avoir ce remue-ménage d'idées, cette tempête positive qui fait que les idées contraires vont s'affronter et le débat critique peut avoir lieu. Voilà pour mon amour pour ce forum. Maintenant, nous allons parler ensemble, dans le temps qu'il m'est imparti. Nous allons partir en voyage et essayer d'imaginer le monde dans les 25 ans à venir. Le monde tel qu'il est, un monde aujourd'hui en crise. Tous les sociologues et tous les analystes de la société nous expliquent cette crise multiple. Crise bien sûr économique, crise bien sûr de la pédagogie et de l'éducation, notamment en Europe, où l'éducation et les écoles européennes se remettent en question sur comment former notre jeunesse, une jeunesse nouvelle, une jeunesse mutante, une jeunesse qui a accès à des technologies inédites dans l'histoire de l'humanité. Une crise également sociétale, une crise de la pauvreté qui augmente, de la richesse qui augmente, une crise des inégalités sociales, une crise de l'absence de mélange entre ces différentes composantes de la société. Et lorsqu'on parle de mélange, on voit bien que le combat féministe entre en plein dans cette catégorie. Se mélanger. C'est un des titres de mes livres, Mélangeons-nous, où je préconise dans la notion de mélange une notion qui consiste à créer de la richesse en démultipliant la diversité et la confrontation des diversités. On en parlera tout de suite. Mais la crise d'aujourd'hui est plus profonde et j'aimerais, pour pouvoir nous projeter dans le monde dans 25 ans, j'aimerais qu'on puisse se mettre d'accord sur ce diagnostic initial d'une crise beaucoup plus subtile et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Quelle est notre crise actuelle ? Notre crise actuelle est une crise philosophique, et je dirais même une crise existentielle. Notre crise actuelle, elle est dans un rapport au monde que nous entretenons et que nous plébiscitons dans nos comportements, dans nos façons de travailler, dans nos façons d'élever nos enfants et dans nos façons d'interagir avec nos collaborateurs. Ce rapport existentiel en crise, je vais essayer de vous le décrire très simplement. Il consiste, à mon avis, en 4 éléments, qui sont des éléments sur lesquels nous pouvons agir. Notre crise est une crise de la survalorisation de l'action, de la survalorisation de la volonté. C'est une crise qui a pour contraire le lâcher-prise, l'abandon sensuel, l'incertain, l'improvisation. Et un mot que j'ai créé parce qu'il fallait le créer, la succombance. Succomber à l'autre, s'abandonner. Et puis c'est bien dans l'abandon et le lâcher-prise, il y a évidemment une baisse du stress, il y a évidemment le plaisir d'être avec l'autre, et nous retrouvons finalement ce que l'Occident avait oublié, le rapport au corps. Notre crise est de survaloriser la volonté au détriment du corps. Notre crise est de survaloriser l'activité concrète au détriment de l'intelligence qui discute, qui s'égare et qui reprend son essor dans la discussion, le mélange et le lâcher-prise. Et voilà pourquoi, à la fois, nous avons une publicité énorme dans beaucoup de forums et dans beaucoup de communications externes sur la capacité de la volonté humaine. Par ma volonté, je peux changer le monde. Par ma volonté, je peux me vendre sur le marché du travail. Par ma volonté, je peux tout faire. Lorsqu'on écoute
certains coachs venus d'Amérique, on a vraiment l'impression que la volonté est le nouveau Dieu de l'époque. La volonté peut tout. Je vous mets tout de suite en garde contre cette illusion. La volonté est un thème philosophique, ça fait 2000 ans que la philosophie parle de la volonté. Il y a une illusion en survalorisant la volonté. Cette illusion, elle consiste à croire que l'échec, que l'injustice, que les discriminations proviennent d'une absence de volonté, voire d'une mauvaise volonté. Et au bout du compte, à survaloriser la volonté, nous naturalisons les échecs, nous naturalisons les différences sociales, nous naturalisons la misère. Le misérable, c'est celui qui n'a pas eu assez de volonté. Voilà ce que dit cette idéologie de la volonté. Et au bout du compte, c'est tout l'aspect social qui passe à la poubelle. Autre problème de cette survalorisation de la volonté, elle nous donne une ivresse tout à fait particulière, l'ivresse de la toute-puissance. Si ma volonté peut tout, alors je peux tout. Et si je peux tout, je suis le roi du monde ou la reine du monde. Et donc, attention à ce délire de surpuissance. L'Occident s'est abîmé au XXe siècle dans cette illusion de toute-puissance, à vouloir civiliser le monde entier, à vouloir apporter ses lumières et ses puits de pétrole et d'extorsion des matières premières au monde entier. Et je crois que nous entrons au XXIe siècle, et on va le voir dans le tableau que je vais vous peindre maintenant du XXIe siècle, nous entrons dans un siècle où la toute-puissance est le danger. Danger extérieur, on va dire danger géopolitique, et on voit bien que les délires de toute-puissance que ça peut donner en Corée du Nord, ou en Syrie, Irak, ou dans d'autres coins du monde. Mais le véritable danger de la toute-puissance, il est en soi-même. Être dans un délire de toute-puissance, c'est s'empêcher de devoir réfléchir sur soi-même. Et donc s'empêcher pour moi ce qui est le véritable progrès, c'est-à-dire une capacité en humilité de pouvoir s'autocritiquer. Le Tout-Puissant ne s'autocritique pas, il impose. Au Tout-Puissant, on n'obéit pas, on obtempère, on se soumet. Donc cette volonté qui est préconisée à tout crin augmente le délire de toute puissance, un délire à la fois géopolitique et un délire à la fois personnel. On le voit dans les boîtes, dans les organisations, dans les compagnies, on voit ce délire de toute puissance commettre les plus grands fiascos et les plus grands échecs économiques les plus retentissants. On voit ce délire de toute puissance aveugler les personnes qui sont aux commandes et les mener directement dans le mur en disant « je suis le roi du monde » comme Leonardo DiCaprio le disait sur son Titanic. Au bout du compte, l'image est intéressante. Être sur le Titanic, c'est être voué au naufrage, et dire « je suis le roi du monde » en ouvrant les bras, c'est justement appréhender le monde comme étant un jouet mis à ma disposition. Eh bien non, le monde n'est plus un jouet mis à notre disposition, et la toute-puissance est l'ennemi aujourd'hui, parce que le délire qu'elle induit augmente l'état des injustices, augmente l'état du mensonge, augmente l'état de l'hypocrisie généralisée. Avec ça, nous avons le pendant inverse, et je pense que l'enjeu du XXIe siècle dans l'avenir de nos sociétés est de pouvoir appréhender ce qui constitue la contre-crise, à savoir non pas le délire de toute puissance et la volonté à tout crin, mais ce que je vais appeler avec vous, c'est un mot à la fois nouveau, un néologisme, mais il a des racines latines très profondes, non pas la volonté, mais la nolonté. Voluntas ou noluntas en latin. La nolonté, c'est la volonté de ne pas, la volonté de se retenir, la volonté de s'auto-limiter. Lorsque Solzhenitsyn dit l'Occident, pour continuer à vivre, doit travailler son auto-limitation, je pense qu'il a tout à fait raison. Et il était visionnaire lorsqu'il disait ça. Au bout du compte, l'enjeu du XXIe siècle sera plus un enjeu d'auto-limitation de son propre pouvoir, d'auto-limitation de ses propres, je dirais, terrains d'action, pour pouvoir à la fois laisser la place à l'autre et aux autres, et les autres peuvent être des femmes, et à la fois travailler par son humilité ce qui est vraiment de mon propre ressort, et développer ce qui va être l'enjeu du XXIe siècle, le collaboratif. Le collaboratif est à l'opposé de ces délires de toute puissance et de volonté personnelle. Soit je suis dans la volonté personnelle et je ne collabore pas, je veux des collaborateurs qui soient à mes ordres, soit je suis dans une humilité qui me montre mes propres manquements,
mes propres failles, mes propres limites, et je me dis, moi étant limité, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton talent. J'ai besoin de ta jeunesse. J'ai besoin de ta fraîcheur. J'ai besoin de ton émotion. J'ai besoin de ta sensibilité. J'ai besoin de ta compétence. Et donc, par cette culture de la no-lonté, cette culture de l'auto-limitation, nous pouvons, à mon avis, avoir une sortie de crise tout à fait satisfaisante. Et là, je vais donc faire le scénario positif des 25 prochaines années, si on arrive à développer cette capacité de lâcher prise sur sa volonté, cette capacité de s'autocritiquer et cette capacité de dire, de tendre la main à l'autre et de dire ta diversité, la diversité que tu représentes par rapport à moi est une chance, est une richesse. Il n'y a pas d'harmonie s'il n'y a pas une diversité. Le monde dans 25 ans, je vais vous le décrire très simplement. Donc je disais 4 choses. 4 choses qu'il va falloir réhabiliter et qui ont été gommées par le délire de la volonté surpuissante. Un délire, et c'est une anecdote significative, qui s'exprime dans le cinéma américain par l'augmentation des super-héros. À partir de 89, le premier Batman, c'était très ringard à l'époque, lorsqu'on a vu Batman, c'est-à-dire un film pour les enfants, comics books, Marvel et compagnie, arriver sur le marché pour les adultes et pour toute la famille. Et vous savez qu'en 2016 et en 2017, vous allez avoir des films presque tous les mois avec des super-héros. Le mythe du super-héros est un mythe contemporain qui cristallise la crise d'aujourd'hui. Et on oblige les gens à devenir des super-héros, des super-volontaires. Et on aime les films de super-héros parce qu'on assiste à de la super-volonté. À l'opposé de ça, il va falloir qu'on travaille le lâcher-prise, l'empathie et ces 4 ingrédients que je vais vous décrire avec vous. Le premier ingrédient qui permettrait d'aborder ce 21e siècle dans le côté de la justice et de la vérité, ça me semble l'ingrédient du rôle que l'on incarne. Arrêtons de vouloir déterminer soi-même le rôle que l'on incarne dans une compagnie ou en société. Arrêtons avec le self-branding dégénéré, où on apprend à se vendre soi-même, une expression qu'il y a 50 ans était connotée juste pour les filles de joie, se vendre soi-même. Aujourd'hui, tout le monde est fille de joie, tout le monde doit apprendre à se vendre soi-même. Et on a appris aux femmes, une leçon qui me semble biaisée, on a appris aux femmes que si elles ne se vendaient pas elles-mêmes, comme les hommes le font très bien, les hommes de joie pullulent aujourd'hui. Donc, si elles ne faisaient pas ça comme leurs petits camarades, c'est qu'elles s'auto-limitaient, c'est qu'elles avaient des freins intérieurs, et donc il fallait encore prendre des doses de leçons pour se vendre encore mieux, se mettre dans les meilleures vitrines et dans les plus beaux apparats pour se vendre, oser s'affirmer, oser prendre la parole. Je suis un peu cynique, je ne critique pas l'idée que parfois il faut taper du poing sur la table et avec assertivité peut-être, dire les 4 vérités et plaider pour son droit. Je ne dis pas ça. Mais je dis que le réflexe que l'on induit est un réflexe qui est à l'opposé du lâcher-prise. Celui qui veut véritablement séduire, convaincre, emporter l'adhésion ne doit pas se vendre lui-même. Ceux qui sont les professionnels de la vente d'eux-mêmes, du self-branding, ce sont les politiciens actuels, dont vous savez très bien qu'il y a un désamour profond dans la société parce qu'on n'y croit pas, parce qu'ils sont dans la survolonté de se vendre eux-mêmes. Et à un moment, à l'heure d'Internet, à l'heure des vidéos hyper pixelisées qu'on prend en direct, le visage déformé, pas maquillé, etc., la vente de soi-même s'écroule. Le maquillage n'existe plus. Nous sommes dans l'instantané de l'image. Nous sommes dans l'instantané des réactions. Et nous avons une jeunesse qui arrive et qui est capable de détecter entre l'honnêteté de la parole et le plan de com incrusté dans la psyché qui fait que je sais qu'il est en train de se vendre lui-même et je n'adhère plus à son discours. Fût-il excellent, son discours, aussi excellent soit-il, je n'y adhère plus parce que je sens qu'il est en train de se vendre lui-même. Et donc je pense que si les femmes imitent ce que font leurs camarades masculins, la vente de soi à tout crin, qui fait effectivement que des hommes qui n'ont pas toutes les capacités à un poste vont dire « je peux le faire ». Ça a des côtés positifs, ce culot, cette audace, mais c'est fondé sur du vent. Quelqu'un qui ne peut pas le faire et qui dit « je peux le faire », on ne peut pas préconiser ça comme le bon comportement à avoir. Je pense qu'il faut passer par-dessus bord
tous les petits rigolos qui disent « je peux le faire » et qui ne peuvent pas le faire. Notre société souffre de ça, de cette imposture généralisée parce que tout le monde, par une survolonté, se vend lui-même à des postes qu'il ne doit pas normalement avoir. Et donc c'est l'augmentation de l'imposture. Voilà le premier point, la première crise que nous vivons. Et donc pour dépasser l'imposture, il faut qu'on oublie un peu de se vendre soi-même et qu'on retrouve une part d'authenticité dans le rapport à la société. C'est très facile d'être authentique tout seul dans sa chambre. Sartre a des très belles pages là-dessus. Et Sartre nous explique, Jean-Paul Sartre, que dès que autrui arrive dans ma chambre et qu'il regarde le bordel de ma chambre, j'ai honte. J'ai honte. Le regard d'autrui fait que je me vois moi-même baignant dans mon jus bordélique. Et tout d'un coup, je me rends compte que je suis au milieu du bordel. Seul, je ne m'en rendais pas compte. Seul, je faisais corps avec ma chambre. Le regard d'autrui objectivise mon univers, qui sinon est subjectif. Ça, c'est la première étape. Soyons authentiques dans le regard à l'autre. Il me regarde, je suis authentique, je ne cherche pas à me vendre, je cherche à être moi-même, encore plus pleinement moi-même, plus au fait de mon maelstrom intérieur, plus au fait de mes failles, plus au fait de mes désirs. Mais ça ne suffit pas. Lorsque je dis incarner un rôle et lâcher prise dans le rôle que j'incarne en société, ce premier point dont je vous parle, que je vais qualifier par le mot d'harmonie, être en harmonie avec le monde, je ne parle pas de l'harmonie tout seul, je ne parle pas de l'harmonie dans le rapport à l'autre, quelqu'un qui me connaît, je parle de l'harmonie dans le rapport à la société. Cette authenticité, je ne dois pas simplement l'avoir dans le cadre de ma famille ou de mes amis, je dois l'avoir au travail. Je dois amener cette authenticité que j'ai au travail. Et le 21e siècle, à mon avis, dans 25 ans, nous arriverons au travail à avoir des individus qui sont authentiques et donc qui sont beaucoup plus proches du bonheur que ceux qui imitent dans le self-branding et dans l'idée survolontariste du bonheur. Je veux être heureux, donc je vais être heureux. Non, ça ne marche pas comme ça le bonheur. 2000 ans de philosophie, croyez un tout petit peu les leçons qu'on a tirées de ça. Ça ne dépend pas de la volonté. Le bonheur dépend du lâcher-prise, c'est-à-dire de la volonté. C'est parce que j'ai une grande capacité d'abandon que je peux être heureux. L'abandon, qu'est-ce que c'est l'abandon? On s'abandonne à quelque chose quand quelque chose vient vers nous. L'abandon, c'est deux flèches qui se rencontrent. Je ne m'abandonne pas à quelqu'un s'il ne s'abandonne pas à moi. Ça, c'est le mythe. Ça, c'est désirer être aimé. Mais ce n'est pas de l'amour. Je m'abandonne si l'autre vient vers moi. Je m'abandonne à toi parce que tu viens vers moi. Je m'abandonne à la musique parce que la musique vient à mes oreilles. Je m'abandonne au sommeil, le plus grand des abandons. La plus grande force psychique, s'abandonner au sommeil. Lâcher prise jusque dans le gouffre de la mort. Vais-je me réveiller demain? Je m'abandonne au sommeil parce que le sommeil me gagne. L'abandon est toujours un mouvement vers ce qui vient vers moi. Eh bien, aujourd'hui, nous devons cesser de bloquer ce mouvement en y mettant de la volonté et du contrôle. Nous devons au contraire travailler cette capacité d'abandon. Les grands leaders d'aujourd'hui, des 1500 boîtes qui sont les plus excellentes, c'est-à-dire qui arrivent à un degré de performance et qui arrivent à le dépasser, sont des boîtes avec des leaders, et des femmes aussi, à la tête, qui sont capables d'abandon. Elles s'abandonnent, ils s'abandonnent à leur équipe. Ils savent s'entourer de la bonne équipe qui permettent l'abandon, qui permettent la parole authentique, et la destination se dessine après coup. C'est l'opposé d'avoir une destination et de construire son équipe en fonction de la destination qu'on a. Ça, c'est la volonté. On sait que les entreprises excellentes, pas simplement performantes, mais excellentes, qui continuent de monter, même en temps de crise, c'est des entreprises qui ont à leur tête non pas un gourou charismatique, mais des individus capables de s'abandonner à une équipe et de construire ensemble leur destination. Donc, pouvoir développer la capacité d'abandon au travail et dans la société. Le deuxième point, et je dois un peu accélérer, le deuxième point, c'est la productivité. Nous sommes tous contraints d'être ultra productifs. On le voit d'ailleurs. On passe notre temps à travailler non-stop, sans s'arrêter. Et la baisse de productivité signe le désarroi, l'échec, est très très mal vu. Eh bien, je pense que nous devons aussi travailler l'abandon et le lâcher-prise dans la productivité. Et je pense que ceux qui ont fait un peu d'arts martiaux, ceux qui font un peu de sport, ceux qui sont dans un rapport au corps, comme la danse, etc., comprennent qu'ils sont ultra productifs lorsqu'ils lâchent prise.
Et que trop vouloir de volonté, finalement, empêche d'être productif. Et vous savez, il y a une très grande leçon qui viendrait bien de la boxe anglaise. Vous savez une chose peut-être, c'est que l'art du boxeur, dans son entraînement, c'est de lâcher prise. Et le coach de boxe, la boxe, on pourrait imaginer que ce soit le summum de la volonté. Quelqu'un en face et je lui tape dessus à coups de poing. Eh bien, le summum du boxeur, le graal du boxeur, c'est la pleine décontraction. Et le coach n'a de cesse de dire à son boxeur, non pas vends-toi toi-même, non pas vends-toi toi-même, non pas veuille, mais décontracte-toi, tu es trop tendu. La tension est artificielle, la détente est naturelle, la gravité est naturelle, l'équilibre est naturel. Et donc, dans notre productivité, nous devons produire par abandon. Ça veut dire deux choses, manager par la passion et non plus par le stress. On ne peut pas s'abandonner dans le stress. Donc il y a toute une refonte sociétale à amener, et les femmes ont leur place dans ce management par la passion, parce que les femmes, culturellement, pas biologiquement, culturellement, on les sollicite, on les incite à écouter leurs émotions et à être en phase avec leur authenticité propre. J'aimerais la même éducation pour les hommes, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc il y a une vraie différence de psychologie différente, parce que d'éducation différente bien sûr. Mais les femmes ont un rôle énorme à jouer dans cette idée qu'on peut être productif dans le lâcher-prise et dans l'appel des émotions qui, loin de nous envahir, le leitmotiv de ceux qui discriminent avec un sexisme bienveillant, c'est pas fait pour toi ce travail, tu as trop d'émotions, il faut être froid et méthodique, bien non. Et non, l'émotion c'est ce qui nous garantit contre la barbarie. C'est la leçon du XXe siècle. S'il y avait eu un peu plus d'émotion par rapport aux injustices commises en 1933 et 1945, je vous garantis que le XXe siècle n'aurait pas été le même. On est capable aujourd'hui, par un management, par le stress, à créer des robots. Nous devons résister à la robotisation de la productivité, nous devons redevenir humains, parce qu'au XXIe siècle, dans 25 ans, eh bien, ce sera le plus d'humanité qui apportera le plus d'efficacité. Que ce soit par l'agilité déployée, que ce soit par l'improvisation rendue possible, parce que lorsqu'on lâche prise, on peut improviser et donc s'adapter en temps et en heure à des situations toujours nouvelles et toujours plus complexes. Il n'y a que l'abandon qui permette cette adaptation-là. Troisième point de ce changement de paradigme, le désir. Le désir. Il faut lâcher prise dans le rapport à nos valeurs. Le grand problème, c'est que nos valeurs, soit nous ne les connaissons pas, nous croyons les avoir, et d'ailleurs aujourd'hui, ce sont les entreprises qui nous dictent les valeurs qu'on doit avoir en leur sein, ce qui est quand même un paradoxe énorme. On ne s'est jamais arrêté 3 minutes, je suis beaucoup sollicité en tant que philosophe à philosopher sur les valeurs des entreprises, chose que je refuse, j'ai toujours refusé. Ça n'a aucun sens. L'entreprise qui décrète que ses valeurs, c'est l'ambition, l'excellence, machin, ça ne veut rien dire. Parce que est-ce que pour Germaine ou pour Richard, les valeurs-là, ça fait quelque chose. On ne va pas leur donner du coaching et de l'école pour mettre les valeurs des entreprises dans la tête de Richard et de Germaine. Ça s'appelle un lavage de cerveau. On ne va pas laver le cerveau des employés. Donc il faudrait qu'on arrête avec ces grandes valeurs d'entreprise qui sont évidemment très confortables. Nous, c'est l'excellence, l'honnêteté, la justice, la transparence, la beauté. Il faudrait qu'on arrête avec ces valeurs-là et qu'on comprenne que l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, sont les valeurs réellement pratiquées par ceux qui travaillent dans l'entreprise. Et on aura des surprises. Donc plutôt que d'avoir une vision verticale des valeurs, l'entreprise a décrété des valeurs, maintenant il faut que tu les manges, tes valeurs. Ça c'est le stress et il n'y a aucun abandon possible. Et ça augmente l'hypocrisie générale. Mais oui, j'ai cette valeur. Non, j'ai pas cette valeur. Mais on m'a dit de l'avoir. Donc, ma volonté fait que je peux avoir cette valeur si je veux. L'authenticité dans 25 ans, ce sera des entreprises qui diront « On a fait un sondage, on a analysé les valeurs qui sont concrètement mises en pratique dans notre boîte, et elles sont là. Et il y a peut-être des valeurs qui ne nous vont pas, mais on va travailler dessus. On va vraiment travailler dessus. » Et donc, vous devez non seulement prendre conscience de vos valeurs, et c'est vrai que le jeu du phénix, et je vous invite à ce stand, permet de prendre conscience des valeurs qui sont souvent contradictoires, problématiques, et donc évacuées au nom de la sacro-sainte volonté. Bien non, on a une complexité, il faut pouvoir y accéder. Mais aussi, c'est l'authenticité et l'abandon de s'abandonner à d'autres valeurs, de faire évoluer son système de valeurs. Et c'est très important, et là aussi les femmes ont un rôle énorme à jouer, de par l'éducation différentielle qu'elles ont reçue. Cette idée de fluidité identitaire,
dans la projection de la maternité, qu'il y ait maternité ou pas, la petite fille grandit avec cette possibilité-là. Il y a une psychologisation totalement différente où on se dit, finalement, évoluer, ce n'est pas grave. Changer mon identité, c'est pas grave. Ça pourrait paraître une généralité, j'ai fondé ça dans mon livre qui s'appelle « L'homme expliqué aux femmes », où je vous invite à le lire, où je montre que la fluidité identitaire, aujourd'hui, de fait, est beaucoup plus du ressort des femmes. Dans les équipes où il y a plus de femmes, les valeurs changent beaucoup plus parce qu'on s'adapte à la réalité, on ne les décrète pas. Et enfin, le quatrième point, et j'en finis là, le quatrième point de changement dans 25 ans, c'est le rapport au carburant intime, ce qui nous fait tenir. On ne peut pas le contrôler. On ne peut pas contrôler son harmonie, pas de volonté possible, on ne peut pas contrôler sa productivité, pas de volonté possible. On ne peut pas contrôler ses valeurs, pas de volonté possible, c'est plus compliqué. Et on ne peut pas contrôler ses besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux dans 25 ans, ce sera d'aller en entreprise et de travailler et de créer des amitiés et d'être heureux, mais véritablement heureux. Non pas être heureux pour être productif, non pas afficher un bonheur de façade, que j'appelle un bonheurisme, cette idéologie du bonheur qui dit « le bonheur est obligatoire », c'est Big Brother et c'est Orwell, le bonheur est obligatoire. Nous sommes dans Orwell aujourd'hui. Le bonheur est obligatoire, si tu n'es pas heureux, c'est parce que tu n'as pas assez de volonté. Faux. Si tu n'es pas heureux, c'est parce que tu ne lâches pas assez prise, tu n'as pas assez de volonté, tu n'es pas dans le renoncement de ton ego. Ton ego, tu t'y accroches à force de volonté au lieu de le laisser aller. Nous avons besoin d'amitié dans les entreprises. Nous avons besoin de relations humaines authentiques. Et je rêve d'un monde, dans 25 ans, où le fait d'aller travailler soit une pure source de joie, de bonheur et d'inspiration, quel que soit son travail, pas simplement dans les métiers créatifs. Le livreur de camion peut avoir du plaisir à livrer, le chargeur de camion, celui qui, à chaque étage de l'entreprise, quelle que soit la fonction hiérarchique, il peut y avoir du bonheur si j'ai l'impression de pouvoir être entendu et décider un tout petit peu avec les autres, si j'ai l'impression que je suis respecté, y compris dans les méthodes de management, et si j'ai l'impression, même si je ne fais que livrer des caisses, que je peux être un peu créateur de cette action-là, qu'on ne me l'impose pas par des process et qu'on ne m'évalue pas par des échelles d'évaluation individualisées qui ne font qu'augmenter la volonté. Je résume donc mon propos. Dans 25 ans, si nous voulons survivre en humanité et ne pas devenir des robots, si nous voulons être dans l'authenticité des rapports humains et non pas dans une facticité qui augmente et qui a tout son lot de problèmes physiques et mentaux, nous devons lâcher prise au niveau du rôle que l'on incarne, lâcher prise au niveau de la productivité, lâcher prise au niveau de notre système de valeurs qu'il faut d'abord connaître et ensuite faire évoluer, et lâcher prise au niveau de notre carburant. Le véritable carburant, c'est le bonheur, qui est non pas le point d'arrivée, mais le point de départ. C'est parce que je suis heureux que je peux travailler. Et c'est pas parce que je travaille que je vais devenir heureux. Et donc le bonheur comme point de départ sera, à mon avis, la révolution d'entreprise de demain. Les femmes y ont leur rôle plein. Je suis ravi d'être dans ce forum. Vous allez vous régaler dans cette journée. Vous allez cogiter, ouvrir des portes et vous inspirer. Les femmes et les hommes qui sont pour les femmes sont dans cette partie pour plus de justice et plus d'humanité. Je vous remercie.